autre que rustique, et sur le point que l'un fut parvenu à l'âge de 15 ans et l'autre de 2 mois, Lamon et Dryas en une même nuit songèrent tous deux un tel songe. Il leur fut avis que les nymphes, celles-là même de l'antre où était cette fontaine et où Dryas avait trouvé la petite fille, livraient Daphnis et Chloé aux mains d'un jeune garçonnet fort vif et beau à merveille, qui avait des ailes aux épaules portant un petit arc et de petites flèches, et les ayant touchés tous deux d'une même flèche, commandait à l'un plâtre, paître de là en avant les chèvres et à l'autre les brebis. Telle vision au bon pasteur, présageant le sort à venir de leur nourrisson, bien leur fâchait qu'ils fussent aussi destinés à garder les bêtes. Car jusque-là, ils avaient cru que les marques trouvées quand eux leur promettaient meilleure fortune, et aussi les autres les avaient élevés plus délicatement qu'on ne fait des enfants de berger, leur faisant apprendre les lettres et tout le bien et honneur qui se pouvait en un lieu champêtre. S'ils résolurent toutefois d'obéir aux dieux touchant l'état de ceux qui, par leur providence, avaient été sauvés, et après avoir communiqué leur songe ensemble et sacrifié en la caverne à ce jeune garçonnet qui avait les ailes aux épaules, car ils n'en eussent su dire le nom, les envoyèrent au champ, leur enseignant toutes choses que bergers doivent savoir, comme il faut faire pour paître les bêtes avant midi, et comment, après que le chaud est passé, à quelle heure convient de les mener boire, à quelle heure les ramener au tect, et quoi il est de besoin usé à la houlette, à quoi de leur voix seulement. Eux prirent cette charge avec autant de joie, comme si c'eût été quelque grande seigneurie, et aimaient leurs chèvres et brebis trop plus affectueusement que n'est la coutume des bergers, pour ce qu'elles se sentaient tenues à la vie à une brebis, et lui, de sa part, se souvenait qu'une chèvre l'avait nourrie. Était-il lors environ le commencement du printemps, que toutes fleurs sont en vigueur, celles des bois, celles des prés et celles des montagnes. Aussi Jacques commençait à s'ouïr par les champs bourdonnements d'abeilles, gazouillements d'oiseaux, bêlements d'agneaux nouveau-nés, les troupeaux bondissaient sur les collines, les mouches à miel murmuraient par les prairies, les oiseaux faisaient résonner les buissons de leurs chants. Toutes choses à donc faisant bien leur devoir de s'égayer à la saison nouvelle, eux aussi tendres, jeunes d'âge, se mirent à imiter ce qu'ils entendaient et voyaient. Car entendant chanter les oiseaux, ils chantaient. Voyant bondir les agneaux, ils sautaient à l'envi. Et comme les abeilles allaient cueillant des fleurs dont ils jetaient les unes dans leur sein, et des autres arrangeaient des chapelets pour les nymphes, et toujours se tenaient ensemble. Toute besogne faisait en commun, paraissant de leur troupeau l'un près de l'autre. Souvent de fois, Daphnis allait faire revenir les brebis de Chloé, qui s'étaient un peu loin éloignées, écartées du troupeau. Souvent, Chloé retenait les chèvres trop hardies, voulant monter au plus haut des rochers droits et coupés. Quelquefois, l'un tout seul gardait les deux troupeaux, pendant le temps que l'autre vaquait à quelques jeux. Leurs jeux étaient jeux de berger et d'enfants. Elle, s'en allant dès le matin, cueillir quelque part du menu jaune, en faisant une cage à cigales, et cependant ne se souciait aucunement de son troupeau. Lui, d'autre côté, ayant coupé des roseaux, en pertuisait les jointures, puis les collait ensemble avec de la cire molle, et s'apprenait à en jouer bien souvent jusqu'à la nuit. Quelquefois, ils partageaient ensemble leur lait ou leur vin, et de tout vivre qu'ils avaient porté du logis se faisaient part l'un à l'autre. Bref, on eût plutôt vu les brebis dispersées, paissant chacune à part, que l'un de l'autre séparés, Daphnis et Chloé. Or, parmi tels jeux enfantins, Amour leur voulut donner du souci. En ces quartiers, il y avait une louve, laquelle, ayant naguère louveté, ravissait des autres troupeaux de la proie à foison, dont elle nourrissait ses louveteaux, et pour ceux, gens assemblés des villages d'alentour, faisant la nuit des fosses d'une brasse de largeur et 4 de profondeur, et la terre qu'ils en tiraient, non toutes mais la plupart, les pendait au loin, puis étendait sur l'ouverture des verges longues et grêles, les couvrait en semant par-dessus le demeurant de la terre, afin que la place parût toute pleine et unie comme devant, en sorte que s'il n'eût passé par-dessus qu'un lièvre en courant, ils eût rompu les verges qui étaient, par manière de dire, plus faibles que brins de paille, et lors ont bien vu que ce n'était point terre ferme, mais une feinte seulement, ayant fait plusieurs telles fosses, en la montagne et en la plaine,
ils ne purent prendre la louve, car elle sentit l'embûche, mais furent cause que plusieurs chèvres et brebis périrent, et presque Daphnis lui-même par tel inconvénient. Deux boucs s'échauffèrent de jalousie à causer l'un contre l'autre, et si rudement se heurtèrent que la corne de l'un fut rompue, de quoi sentant grande douleur celui qui était écorné, se mit en bramant à fuir, et le victorieux à le poursuivre, sans le vouloir laisser en paix. Daphnis fut marrie de voir ce bouc mutilé de sa corne, et se courrouçant à l'autre, qui encore en était content de l'avoir ainsi laidement accoutré, s'y prend en son poing sa houlette et s'en court après ce poursuivant. De cette façon, le bouc fuyant les coups, et lui le poursuivant en courroux, guère ne regardaient devant eux, et tous deux tombèrent dans un de ces pièges, le bouc le premier et Daphnis après, ce qui l'en garda de se faire mal pour ce que le bouc soutint sa chute. Or, au fond de cette fosse, il attendait si quelqu'un viendrait point l'en retirer et pleurer. Chloé, ayant de loin vu son accident, accourt et voyant qu'il était en vie, s'en va vite appeler au secours un bouvier de là auprès. Le bouvier vint, il eût bien voulu avoir une corde à lui tendre, mais ils n'en purent toujours point. Par quoi Chloé, déliant le cordon qui entourait ses cheveux, le donne au bouvier, lequel en dévale un bout à Daphnis, en tenant l'autre avec Chloé, tant firent-ils eux deux en tirant dessus le bord de la fosse, et lui en s'aidant en grimpant du mieux qu'il pouvait, que finalement ils le mirent hors du piège. Puis retirant par le même moyen le bouc, dont les deux cornes en tombant s'étaient rompues tous deux, tant le vaincu avait été bien et promptement vengé, et ils en firent don au bouvier pour sa récompense, et entre eux convinrent de dire au logis, si on le demandait, que le loup l'avait emporté. Revenus ensuite à leur troupeau, les ayant trouvés qui passaient tranquillement et en bon ordre, chèvres et brebis, ils s'assirent au pied d'un chêne, et regardèrent si Daphnis était point quelque part blessée. Il n'y avait en tout son corps trace de sang ni mal quelconque, mais bien de la terre et de la boue parmi ses cheveux et sur lui. S'il délibéra de se laver, afin que Lamon et Myrtale ne s'aperçurent de rien, venant donc avec Chloé à la caverne des nymphes. Il lui donna sa panetière et son sayon à garder, et se mit au bord de la fontaine à laver ses cheveux et son corps. Ses cheveux étaient noirs comme ébène, tombant sur son col, burnis par le hâle. On en eût dit que c'était leur ombre qui en obscurcissait la tente. Chloé le regardait, et lors elle s'avisa que Daphnis était beau. Comme elle ne l'avait jamais point jusqu'à là trouvé beau, elle s'imagina que le bain lui donnait cette beauté. Elle lui lava le dos et les épaules. Elle en le lavant, sa peau lui sembla si fine et si douce, que plus d'une fois, sans qu'il en vît rien, elle se toucha elle-même, doutant à part soi que des deux avait le corps plus délicat. Comme il se faisait tard pour lors, étant déjà le soleil bien bas, ils ramenèrent leurs bêtes aux étables. Et de là en avant, Chloé n'eut plus autre chose en l'idée que le revoir Daphnis se baigner. Quand ils furent le lendemain de retour au pâturage, Daphnis, assis sur le chêne à son ordinaire, jouait de la flûte et regardait ses chèvres coucher, et semblait prendre plaisir à si douce mélodie. Chloé, pareillement assise auprès de lui, voyait paître ses brebis, mais plus souvent elle avait les yeux sur Daphnis jouant de la flûte. Et alors aussi elle les trouvait beaux, et pensant que ce fût la musique qui le faisait paraître ainsi, elle prenait la flûte après lui, pour voir d'être belle comme lui. Enfin, elle voulut qu'il se baignait encore, et pendant qu'il se baignait, elle le voyait tout nu, et le voyant, elle ne se pouvait tenir de le toucher. Puis le soir, retournant au logis, elle pensait à Daphnis nue, et ce penser-là était commencement d'amour. Bientôt elle n'eut plus souci ni souvenir de rien que de Daphnis, et de rien ne parlait que de lui. Ce qu'elle éprouvait, elle ne sut dire que ce que c'était. Simple fille nourrie au champ, elle n'ayant ouï en sa vie le nom seulement d'amour. Son âme était oppressée. Malgré elle, bien souvent ses yeux s'emplissaient de larmes. Elle pensait les jours sans prendre de nourriture, les nuits sans trouver de sommeil. Elle riait puis pleurait. Elle s'endormait et aussitôt se réveillait en sursaut.
Elle pâlissait et au même instant son visage se colorait de feu. La génisse, piquée du taon, n'est point si follement agitée. Merci les troisièmes de Montsouvaudray. On peut saluer tous ensemble.